Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invité ce matin, Ahmed Laouej, chef de groupe du Parti Socialiste à la Chambre, aussi président de la Fédération bruxelloise du PS et bourgmestre de Koekelberg. Adja Labib, elle vous doit encore des explications ? Très certainement, il y a encore un certain nombre d'informations qui nous sont parvenues. Donc on a demandé à pouvoir l'entendre lundi prochain, après l'avoir entendu déjà cette semaine, et après avoir entendu surtout ces explications, non pas ce jeudi, mais le jeudi d'avant, qui étaient complètement surréalistes. Ouais. Benoît Piedboeuf, dans ce studio hier matin, Georges-Louis Boucher, qui était à la RTBF hier soir, disent tous les deux, mais il n'y a aucune faute de commise, on a donné toutes les explications. Vous n'êtes pas convaincu ? Certainement pas. Et je crois que le MR privilégie son intérêt partisan avant les intérêts du pays, et en particulier la crédibilité de la Belgique sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'on lui reproche fondamentalement ? Tout d'abord de s'être défaussé, déchargé sur le gouvernement bruxellois en niant son application et en niant ses responsabilités au mépris des réalités institutionnelles. Mais c'est quand même bien les organisateurs du colloque avec l'intermédiaire, le rôle intermédiaire de Pascal Smet qui ont invité les Iraniens, c'est pas Adja Labib. Il y a eu des invitations, mais celle qui était en charge de la délivrance des visas, c'est-à-dire l'accès au territoire, c'est la ministre des Affaires étrangères. Elle aurait dû refuser. Et même ça, elle n'a pas voulu l'accepter lorsqu'elle a chargé d'une manière complètement disproportionnée le gouvernement bruxellois. Est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui, pour vous, ne sont pas claires dans cette affaire ? Mais très certainement. Donc tout d'abord, les explications que vous attendez, c'est sur quoi, Ahmed Laouej ? Elle ne nous a pas dit qu'elle avait consulté le Premier ministre. Elle a prétendu qu'elle avait délivré les visas après l'avis de l'OCAM, qui est un organisme qui est chargé d'examiner... L'organe central d'analyse de la menace. Absolument. Elle ne nous a pas non plus bien expliqué pourquoi elle avait outrepassé l'avis négatif des affaires étrangères, donc de son propre département. De la même manière, on apprend aujourd'hui que l'Office des étrangers avait émis un avis réservé. Donc il y a toute une série de zones d'ombre, mais surtout, c'est qu'elle n'assume pas ses responsabilités. Il est là le problème. Je veux simplement rappeler que ces visas ont permis à des barbouzes, à des gens que l'on connaît pour leur dangerosité et surtout leur mépris des droits humains, de venir en Belgique, de photographier, de filmer des opposants iraniens, des militants des droits de l'homme, dont les familles sont en Iran. Et avec d'ailleurs, quelques jours plus tard, une allocution d'un de ces barbouzes disant « Écoutez, j'ai pris des photos et je sais qui c'est, et ce sont des gens qui sont contre nos intérêts. » Et notamment Daria Safai, députée NVA, qu'on a aussi reçu dans ce studio. On est face à une situation qui est particulièrement grave. Oui, mais ce que vous attendez, donc, c'est quoi ? Ce sont des explications, c'est éventuellement un mot d'excuse, c'est une courbe de rentrante d'Adja Labib ? Alors, on doit continuer nos investigations, parce qu'on en est là aujourd'hui. On essaye de faire avec les éléments qu'on nous donne et qui arrivent au compte-gouttes. Deuxième chose, c'est qu'elle fasse son examen de conscience politique, qu'elle dise enfin qu'elle est responsable et pas se cacher derrière des procédures ou en rejetant, comme elle l'a encore fait cette semaine d'ailleurs, la faute sur d'autres. Donc elle doit vraiment assumer ses responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas un climat de revanche dans cette affaire, Ahmed Laouej, où il s'agit pour les uns de se venger de la démission de Pascal Smet, pour les autres de rendre l'appareil après la démission de Sarah Stieß ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Il s'agit simplement de voir les choses comme elles sont. On l'a entendu charger et se défausser, comme je l'ai dit, sur Pascal Smet, et en même temps nous raconter des carabistouilles à la tribune du Parlement. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas balader le Parlement. Moi, je suis chef de groupe du Parti Socialiste au Parlement fédéral, et comme parlementaire, je ne me suis pas senti respecté parce qu'on m'a raconté des carabistouilles. Il est là le problème. Celles et ceux qui veulent lier ça avec d'autres dossiers doivent se rappeler qu'à un moment donné, on a demandé à une autre ministre, Sarah Stieß, de démissionner parce qu'elle avait commis une faute en ne disant pas la vérité au Parlement. Il ne peut pas y avoir de double standard. C'est pour ça que je dis fondamentalement qu'elle doit revenir s'expliquer, et on lui donne donc encore la possibilité de reconnaître ses erreurs et ses fautes. Oui, ça veut dire qu'à ce stade, le groupe socialiste n'a plus confiance en Adja Labib. Ça veut dire que dans une semaine, si on devait voter sur une motion de défiance, vous pourriez la voter ? En l'état, la confiance n'est pas là, puisqu'elle nous a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Mais donc vous pourriez voter la défiance ? Je le répète, nous avons encore une commission lundi avec toute une série de zones d'ombre. C'est la commission de la dernière éclaircir. chance pour Adja Labib, il faut qu'elle vous convainque lundi. En tout cas, elle n'a pas été convaincante ni cette semaine, ni la semaine d'avant. La semaine d'avant, je le répète, elle s'était complètement déresponsabilisée. Ça, c'est pas acceptable. Et deuxième chose, ce qu'elle nous a raconté encore cette semaine au Parlement, avec des incohérences, des contre-vérités, et surtout, je prends par exemple les questions posées par notre député Malik Benachour, une dizaine de questions.
Elle a répondu à une seule question. Donc ce n'est pas acceptable et ça n'est pas respecter le Parlement. J'en pose ma question, Ahmed Laouej. S'il y a un vote, par exemple, jeudi prochain, avec une motion de défiance qui est sur la table, ou une motion pure et simple qui efface la motion de défiance, quelque part, qui est déposée par les libéraux, vous allez voter laquelle des deux ? Nous avons encore une étape à franchir qui est la commission de lundi. Et je le répète, à ce stade, nous sommes totalement insatisfaits par ces réponses. Ça veut dire que vous pourriez voter une motion de défiance ? Ça veut dire qu'à ce stade, la confiance n'est pas là. Ça veut dire que vous pourriez voter une motion de défiance, quitte à ce que ça ouvre une crise majeure au sein du gouvernement Vivaldi. Il ne faut pas anticiper les choses dans un processus parlementaire. Nous fonctionnons étape par étape, mais en l'état, la motion simple, nous ne l'avons pas signée. Donc la motion simple, il faut quand même l'expliquer. Oui, c'est ce qui permet d'effacer la motion de défiance. Qui vise à évacuer la motion de méfiance. Nous ne l'avons pas signée. Si certains ne comprennent pas le signal qu'on leur adresse, ça veut dire clairement qu'ils ne voient pas à quel point nous considérons que la situation est grave. Vous pourriez faire tomber le gouvernement là-dessus ou pas ? Alors le gouvernement, il a plein de choses à faire et en particulier régler les problèmes des gens. Donc ça n'est pas l'intention de faire tomber le gouvernement. Ici, nous demandons à la ministre des Affaires étrangères de prendre ses responsabilités, de poser un acte fort et d'enfin nous dire la vérité. Hier, en plénière, Alexander De Croo disait l'incident est clos. Visiblement, il est le seul à le penser. Alors il a dit l'incident est clos dans le processus qui le concernait au moment où il répondait à la question, donc en l'occurrence les questions d'actualité qui lui étaient posées, mais je crois qu'un homme de sa trempe et un homme aussi intelligent qu'il dit l'être, eh bien il me semble qu'il voit bien la gravité de la situation et je pense qu'il est lucide à ce sujet. Alors je voudrais qu'on parle à l'instant de réforme fiscale parce que avant que la polémique sur ces visas iraniens de 100 balles, on parlait quand même beaucoup de réforme fiscale. On reste dans des positions très clivées, très éloignées, ou est-ce que les partenaires de cette majorité Vivaldi commencent à se rapprocher et pouvoir envisager d'aboutir sur la réforme fiscale ou pas ? Les discussions sont toujours en cours. Nos balises, nous les avons communiquées. Il faut que cette réforme fiscale soit neutre budgétairement, elle doit être financée. Si on baisse les impôts sur les revenus du travail, chose qu'il faut faire parce que les gens en ont besoin, et en particulier bas et moyens revenus, mais que d'un autre côté, on sabre dans la sécurité sociale et les services publics, au final, ce sont les gens qui vont trinquer. Donc, une fiscalité à la baisse sur les revenus du travail pour les bas et moyens revenus, financée par une meilleure contribution sur les revenus du capital, la spéculation. Il y a un modèle sur la table qui permettrait d'avoir un gain salarial de plus de 800 € à l'année pour les salariés. Vous voulez vraiment que ce soit limité aux bas ou moyens salaires ou ça pourrait profiter à tout le monde ? Mais ça ne sert à rien de donner un chèque de 800 € à quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois. Donc bas et moyens salaires, vous restez là-dessus. Et en faisant ça, on pourra donner plus aux bas et moyens revenus qui ont les fins de mois difficiles. Mais quand je dis bas et moyens revenus, on peut, sur base d'une enveloppe budgétaire, viser un très très grand nombre de nos contribuables, plusieurs millions de personnes. Mais ce que je dis, c'est vraiment très important, c'est qu'il ne faut pas donner d'une main et reprendre de l'autre. Et pour le moment, avec M. Van Peteghem, en effet, il finance sa baisse des impôts sur le revenu du travail par une augmentation des taxes sur la consommation, la TVA, en partie. Et ça n'a pas de sens, parce que la TVA, en plus, l'augmentation des taxes sur la consommation, ça va frapper les pensionnés, ça va aussi frapper les allocataires qui, eux, n'auront pas de réduction d'impôts sur les revenus du travail. Les institutions bruxelloises, on doit les réformer pour les rendre plus efficaces ou pas ? Oui, il y a certainement du travail. Vous avez discuté entre présidents de partis bruxellois ? Oui, très certainement. Entre francophones, j'ouvre aussi un canal de discussion avec mes homologues néerlandophones. L'objectif est en tout cas de se préparer à toute éventualité, notamment avec les dangers venus de Flandre. Si on doit discuter d'une réforme de l'État, je traduis. Si on doit discuter d'une réforme de l'État, mais enfin vous vous souviendrez des déclarations de Mme Verlinden avec le modèle 2+2 qui voulait dire qu'on allait mettre la région bruxelloise en dessous. S'il y a certainement une chose sur laquelle je ne transigerai jamais, c'est le fait régional bruxellois. Bruxelles est une région à part entière, à l'égal des deux autres. Là-dessus, il n'y aura pas de négociations possibles. Il y a des idées qui sont déjà mises sur la table, notamment par l'OPN-VLD, réduire le nombre de parlementaires régionaux, intégrer la COCOF, la COCOM, la VGC, toutes ces institutions que le grand public ne connaît pas très bien, mais qu'on rassemblerait dans le Parlement régional bruxellois pour que la politique bruxelloise soit un petit peu moins compliquée à suivre. Fusionner même des communes. Il y a des pistes acceptables dans tout ce que je viens de dire ou pas ? Renforcer la région bruxelloise, ça me paraît être une bonne idée. Il y a certainement de la simplification à faire au niveau des institutions. La COCOM, par exemple, des compétences pour être pleinement exercées. Commission communautaire commune, oui. Pleinement exercée par la région bruxelloise. D'un autre côté, attention à garder quand même un lien fort avec la Wallonie à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc le socle commun de compétences. Je ne vous cache pas que clairement, moi, les intérêts des francophones est quelque chose qui est essentiel à mes yeux, je le dis franchement, ainsi que le lien avec la Wallonie, parce que demain, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et en particulier, je vais éviter de la Flandre, de vouloir être hégémonique au sein de la Belgique, et surtout de vouloir mettre la main sur Bruxelles. Donc on gardera bien la Fédération Wallonie-Bruxelles et un lien entre Bruxelles
la fédération. Très certainement. Ouais. Pour le reste, sur les communes, il y a une obsession anti-commune, mais en général, elle vient de gens qui ne sont pas en responsabilité dans les communes. Ouais. Vous Fusionner l'aurez les remarqué, petites communes pour qu'elles soient plus efficaces, pas une bonne idée. Certainement pas. La commune est un niveau de pouvoir de référence. Regardez pendant le Covid le rôle essentiel joué par les communes. Donc pour ce qui concerne mon parti, la fusion des communes n'est pas à l'ordre du jour. Merci Ahmed Laouej, merci d'avoir été notre invité ce matin.